Apéro spécial conclusion hâtive. On conclut, c'est l'heure de conclure, c'est au bout d'une semaine de jeu. Yes sir. Ouais. Comment ça va Alex? Bon écoute, ça va nickel. Une nouvelle saison qui démarre. Une nouvelle saison qui démarre, Ça fait des bien. nouvelles grandes conclusions, des nouveaux enseignements à tirer. Ah là Parce là. qu'on tire des enseignements, On dirait pas on que les fait des enseignements. conclusions et on tire des enseignements. Tout à fait. Installez-vous tranquillou. Quel plaisir de démarrer cette nouvelle saison de NBA avec vous. Vous et vous. J'ai failli commencer en disant 30 previews. Mais non. Tu m'étonnes. On a pris les bonnes habitudes. Et Dans le donc, rétroviseur. pas de Non, on rétroviseur, regarde pas de devant. Girard On d'or. regarde devant, on fonce. Tout à fait, ouais. On fonce tête baissée d'ailleurs. Hein. On ne regarde même plus s'il faut tourner à droite ou à gauche. Vous le savez, c'est un classique. Certains le découvrent peut-être, mais d'autres, vous êtes nombreux et nombreuses à connaître ce classique. Ce sont les conclusions hâtives. Ce sont, Alex, des apéros qu'on adore utiliser pour démarrer la saison parce que il y a l'excitation de plusieurs semaines sans basket qui donne ensuite la voie à des premiers matchs. Et alors là, tout de suite, eh ben voilà ce qui va se passer. Ouais, voilà ce qui va se passer. Je vous l'avais dit. Ou les jugements définitifs après 2 ou 3 matchs, qui sont toujours assez rigolos. Ouais, mais les gars... D'ailleurs, il n'y a pas que du faux dans ces trucs-là. De temps en temps, il va y en avoir qui vont se révéler être vrais. C'est juste rigolo de donner des jugements définitifs au bout de 3 matchs, fin d'une semaine, quoi. Je te l'avais dit. Voilà. Oui. Vous envoyez bien. Voilà. Point barre. Parlons des Nets. Parlons des Sixers, tu vois. Genre, et bim, 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 ça tombe. C'était sûr et certain que ça allait se passer. Régalez-vous évidemment dans les commentaires parce qu'on aime bien ensuite revenir sur vos suggestions de conclusions hâtives, vos grandes intentions et on y revient dans quelques semaines en se disant bah ça. Ce qui est intéressant c'est qu'on se dit ça c'est confirmé ou ça c'était vraiment un troll. C'est ça aussi qui est intéressant avec ce premier apéro parce qu'il y a des tendances tout le temps. Tu sais les 3 premiers matchs des Wolves, c'est comme ça tu vois. Bonne tendance. Ouais. Tout en est bonne tendance. Donc Là, évidemment. on est à l'Est. Hein, les Là on Wolves, est à l'Est, c'est ça. il y aura une deuxième vidéo après. Nous sommes à l'Est, si vous êtes sage, il y aura aussi un apéro spécial conclusion hâtive dans la conférence Ouest, et parce qu'on fait les choses bien, Eh oui. qui dit nouvelle saison NBA dit nous, partenaire de ballon, et on fait la bise à nos potos de Wilson, et ouais, Trash Talk Step Up dans le game. Vous avez vu quelques apéros qui ont été sponsors, on fait pas ça n'importe comment, Wilson. Ce Trash sont les Talk. ballons officiels de NBA, Alex. Et Wilson, ils ont grave step up dans le game, puisque maintenant, ils sont sponsors C'est officiels bien. de la NBA. Donc vous avez pu le voir là depuis une semaine, tous les matchs sont joués avec des ballons Wilson, avec celui que tu as dans les mains, Bastien. C'est The Authentic, ou je sais plus comment on dit, The Official, The Authentic, je sais pas ce qu'il y a écrit. Authentic Voilà. Series, Beware, Ben Simmons. Il y a des trucs, t'as écrit des trucs chelous quand même. Là, moi, dans les mains, j'ai un bleu là qui est plus pour outdoor. Tout à fait. Et puis on a ce pépère là sur la table et puis on a des comme ça là avec tous les logos de toutes les franchises. Donc forcément, il y a des ballons à l'effigie de toutes les équipes. C'est ça. Là par exemple, bon, j'ai les heureux et très chanceux champions en titre, hein, qui ont eu l'honneur, le privilège et donc la chance de pouvoir battre les Suns Les Chicago Bulls. avec un avec un joli petit verre. Je sais pas s'il se voit bien à la caméra. C'est plutôt un indoor celui-là, je pense. C'est ça. Vu qu'il m'a l'air quand même assez cuireux. Bien sûr. Voilà. Mais bref, vous pouvez retrouver toute la collection, évidemment. Wilson, vous le savez, c'est une nouvelle saison. C'est quand même un sacré changement parce que Wilson revient à fond avec la C'est NBA. pas rien hein, comme changement. Quand même, c'est un sacré changement. Et donc, on a bien fait les choses. Normalement, on a été bon, je crois, sur la durée et sur la mention. Je vais refaire comme ça pour l'algorithme. Ouais. Je vais dire 3 fois Wilson, Wilson, Wilson. Comme Alors. ça, on sera nickel. T'as dit placement ? Produit. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bon. Ça, c'est Nickel. fait. Mettez un Parfait. pouce bleu et partagez à votre Voilà. daronne. Voilà. Alex, on va devoir se pencher tout de suite sur le jeu et sur ce jeu de conclusion hâtive et sur ces premiers matchs qu'on a vus. La NBA a repris la semaine dernière. Mardi dernier, on a eu beaucoup de matchs depuis. Alors, beaucoup de matchs au global, mais pour certaines équipes, ça joue entre 2 et 3 matchs au moment où on parle. Hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont voir, tu sais, Important de cette phrase. importante, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont voir cet apéro après-demain qui vont faire ouais, What ah ouais, Ouais, les gars, mais vous tout êtes a des changé. Les Mavs ont trouvé la solution. Alors, spoiler, ça change à tous les matchs. C'est ça. En ce moment, ça change à la mi-temps. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, il y a des joueurs, il y a des équipes, il y a des choses qui vont se confirmer ou non. On va tout de suite démarrer, Alex. On est dans la conférence Est. Je te propose de sortir ton carnet C'est fait. avec Bien. la page spéciale #conclusion hâtive. Ta première conclusion hâtive de la saison NBA 2021-22. Evan Fournier est la deuxième option offensive d'un contender.
Go New York, go Non, New c'est York, pas ça go. qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a Non, dit. mais bien sûr. Il a dit fuck Boston et tout le monde a fait ouais. Fuck Boston. Extraordinaire. Un match, double overtime. Double fucking overtime. Ouais. What the fuck is We going go all on? the way. T'as vu celui qui est là? We go all the way. it Au all bout the d'un way. match. Au bout d'un match, le mec. We go all the way. And Kevin Durant, don't you regret not coming to the Knicks? Ils sont incroyables. Ils sont extraordinaires. C'est les meilleurs. On vous le dit, il nous faut des grands Knicks. Voilà, vous en avez la preuve encore en vidéo. Une victoire, une manifestation dans les rues de New York. Voilà. Et Evan Fournier, faut le reconnaître. Attends, L'autre, mort. il a vu Boston, il va falloir comme ça. Ah, salut Boston, hein? Je suis le deuxième meilleur joueur sur le terrain. Quel match! Putain, quel match! L'opening, Le Knicks match était 7X. énorme. Waouh! Et puis parce qu'en plus, bon, Jason Tatum passe complètement au travers. Par contre, Jaylen Brown, lui, Incroyable! il envoie du sale. En sortie de Covid, 46 points! Il envoie du Tellement sale, clutch. il est vénère. Et de l'autre côté, c'est le duo Randle-Fournier. Cette phrase, Normal, cette le phrase! duo Randle-Fournier Devant un public de... qui un public de grands malades qui prend en charge une ville et des fans, histoire de les emmener le plus loin possible. Alors, le truc, c'est que ça s'est enchaîné par une deuxième win sur le Magic, où là, Evan Fournier, ni Randle, ni l'un ni l'autre n'ont eu besoin de forcer leur talent, puisque c'était un énorme blowout. Tout à fait, mais Evan a encore été bon. Bah, il a été bon, mais genre, il a, je sais pas, 18 points, non? Un truc comme ça, non? Je vais te vérifier ça, Ouais, mais- vérifie, mais il joue pas non plus des grosses minutes, c'est normal, hein, ils les ont défoncés. Sauf que, par contre, au moment où on tourne ces vidéos, les Knicks, leur dernier match en date, c'est de perdre contre le Magic, justement. Tout à fait. Donc ça s'est un peu calmé, et donc on l'a vu assez vite tourner, là, tout de suite, Knicks, contender, dans la continuité de la saison dernière, blabla. Donc du coup, moi, ce que j'ai vu, c'est Evan Fournier, deuxième option offensive. Ah bah ça... Et donc du coup, Evan Fournier, la deuxième option offensive d'un contender, qu'est-ce que t'en penses, Bastien? Ah bah si, c'est officiel. Ça fait tellement plaisir, de voir Evan démarrer comme ça, parce que c'était un des dossiers qu'on avait suivi cet été. On se disait, attends, Evan, il le dit, c'est une Et priorité, on les savait Knicks. qu'il était content de jouer pour les Knicks et tout, qu'il a kiffé. Donc là, il a dû kiffer son premier match. Complètement. Le premier match est dingo. En plus, Evan, dédicace, qui nous fait quand même la sortie médiatique qu'il faut, devant les caméras d'ESPN, Terre International, et il dit... Moi, je suis là pour aider Julius Randle, donc les fans des Knicks. Oh my god! Yes! Trop Il a bien. tout compris, bordel de merde. Il est clutch, il met Tatum un petit peu de côté. Non, vraiment, pour le coup, sur le côté deuxième arme offensive d'un contender, je souhaite que, Evan, sur toute la saison, soit la deuxième réelle arme Ça, offensive. c'est possible. Ça, c'est possible, mais il y a de la concu. Il y a de la concu, mais c'est quand même possible. Mais c'est tout à fait possible. Mais il y a du Kemba, il y a du RJ Barrett, il y a d'autres garçons. mais donc mais- c'est possible, je veux dire. C'est C'est possible. pas inenvisageable. Et les Knicks contender. Voilà, ça déjà, bon, on va voir. Je sais que si on faisait cette vidéo juste devant le Madison Square Garden, on aurait des cums derrière nous comme ça et tout en mode. Mais bien sûr qu'on est contender. Fuck Trae Young! Oui, extraordinaire. Ouais, fuck Trae Young, c'est extraordinaire. Incroyable. On a envie de regarder le prochain Knicks Hawks. Ah, Franchement, faut l'entourer. 25 celui-là. décembre. C'est vrai? C'est un Noël? C'est un Noël, Christmas. c'est un Christmas C'est au un Madison Knicks Square Hawks. Garden. Incroyable, commandé par Reggie Miller. Putain, mais Trae Young, il va looks mettre like my 50 dad's points. Putain, mais Trae Young va mettre 50 points en fait. Ou pas. Oh bah, pouti. Franchement, Trae Young, je le vois trop faire ça. Je le vois trop faire ça. Il est trop capable. Il est trop capable. Mais Bref. oui, c'est juste histoire de contender qui a confirmé pour les Knicks. Mais Evan, t'as l'impression qu'il a été bien intégré dans cet effectif. quand même. T'as l'impression que Evan, ça fait vraiment plaisir pour lui de le voir bien intégré. T'as l'impression aussi que ça a bien matché au camp de pré-saison en global. Je veux dire, ces Knicks vont être dans la continuité, dans l'énergie de la saison dernière. C'est ce qu'on pressent là, en tout cas sur les premiers matchs. Après, on a vu aussi tout de suite que défensivement, ils peuvent avoir des beaucoup plus gros trous d'air que la dureté qu'ils avaient l'année dernière. Parce que l'année dernière, ils avaient des guards et notamment du Reggie Bullock ou c'est tout bête, hein, mais t'avais quand même des mecs. Bref, ça jouait un peu moins bien offensivement, mais par contre, ça défendait peut-être un peu plus dur. Il y a un truc à trouver. Donc voilà, de là en faire un contender, mollo, On verra. tranquille. Mais c'est vrai Doucement. que c'est la folie dans les rues de New York, ils sont contents. Et c'est vrai que Evan, t'as l'impression que... Ce qui a été assez marrant comme élément, je pense que t'as dû le voir, c'est que quand il y a des solutions là, côté Knicks, où Julius Randle ne peut plus faire juste de l'isolation de fin d'horloge et espérer envoyer une prière, un de ses réflexes à lui ou à de ses coéquipiers, c'est essayer de trouver Evan, qui est capable
parce que c'est maintenant devenu un vétéran et qui a suffisamment d'expérience en NBA, pour savoir s'il reste 6 secondes sur l'âge des 24, soit trouver sa position de shoot, soit trouver un combat démarqué, soit provoquer des lancers. Tout à fait. Et moi, j'ai beaucoup aimé, parce qu'on parle beaucoup de Randall Fournier, moi, j'ai beaucoup aimé le taf de mecs comme Evan ou quand Derrick Rose rentre en jeu, pour chercher dessous du Mitchell Robinson, par exemple, sur les pics quand il roule et tout. Obi fucking time. Non, mais franchement, bien sûr. Ça, c'est cool parce que ça montre une équipe, ça montre un groupe qui vit bien. Yeah. Donc, un groupe qui vit bien avec des supporters qui te balancent quand même une énergie. Non, mais franchement, t'es joueur des Knicks, tu vois ça, tu fais OK, t'as envie de te donner. C'est ce qu'a dit Evan sur Twitter. Il a dit I didn't see what I get myself into. Je comprends pas dans quoi je me lance. Bah ouais, tu m'étonnes, attends. Non, c'est incroyable. C'est extraordinaire. À voir si c'est une conclusion hâtive ou pas. Bah on verra, on va en reparler dans 3 semaines quand on fera l'apéro Knicks à 4-12. Ou à 12-4. Ou à 12-4. Ou à 12-4. 12-4, ouais, tout à fait. Dans tous les cas, très très beau début de saison. Je suis obligé de te répondre avec une conclusion hâtive de qualité. Les Bulls de cette saison. Les Bulls de cette saison, ils vont égaler les Bulls de 96. Chicago-New York, finale de conf. Non mais c'est tout droit ça. Les Bulls de cette saison vont égaler les Bulls de 96. 3 matchs, 3 victoires, 2 victoires contre les terrifiants Detroit Pistons. Ils sont durs. Ils sont durs à prendre. Ils sont durs à regarder. Ouais. Surtout. 2 victoires des Bulls. Le premier match était... moyen. C'était en déplacement à Détroit. Ils s'en sont sortis au finish avec un très très gros Zach LaVine. Après, retour à la maison, ils ont joué les Pélicans, dont on parlera peut-être dans la vidéo suivante. Ce sera peut-être pas une conclusion hâtive, mais ils les ont gérés bien comme il fallait. Ce sera peut-être une conclusion, tout court. C'est ça. Et derrière, ils ont retrouvé les Pistons pour les défoncer vraiment à domicile. Il y a quand même des éléments que les gens ont dû voir et que tu as dû voir, Alex, sur ces Bulls. C'est que il y a cette impression, numéro 1, de taille dans ce 5 majeur, avec du Lonzo Ball, Zach LaVine, Pat Williams, DeMar DeRozan, Nikola Vucevic. Ils vont trouver leur base offensive. Tu commences à avoir déjà des premiers réflexes. On va trouver Vucevic en bas dès le début de match. On va essayer... Zach LaVine attend que le jeu vienne à lui. Je trouve qu'il y a des bases qui sont très intéressantes. Et alors, certains en défense, alors que c'était un des sujets qu'on pointait carrément du doigt, quand je vois le taf de Caruso et Lonzo, hein. Les deux en fait. Ah mais de toute façon il y en a plusieurs, mais Caruso, c'est si vous aimez la défense et que vous ne regardez pas Caruso, il y a un problème. Non, Caruso c'est grave. Il est trop fort. Lonzo fait le boulot. Ils font grave le taf. Tout à fait. Et tu as des garçons qui essayent de faire leur entrée là sur la sortie de banc. En sortie de banc, ça va être une interrogation. Ayo Dosunmu, le rookie. Il y a, je sais plus qui c'est. Je vais retrouver mon blaze. Carter, qui sort aussi en sortie de banc, mais je n'ai plus le prénom. Les Bulls pour le moment c'est bien, 3 victoires en 3 matchs, il y a des bonnes vibes. Le groupe a l'air de savoir ce qu'il fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est pour Zach LaVine. Est-ce que Zach LaVine, par exemple, est parti pour nous faire ce que j'appelle maintenant, désormais, une Devin Booker ? C'est-à-dire qu'on va se rendre compte de son talent et qu'on va même reconnaître son talent parce qu'il va se mettre à gagner vraiment plein de matchs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou bien pas ? Bien sûr. Comme c'est arrivé à Devin l'année dernière. Ouais. Où tout d'un coup, on s'est fait putain, c'est un monstre. Alors qu'en fait, c'était Javonte Green. Il est déjà fort, quoi. Javonte Green. Ah, Javonte Green, tout à fait. Il est déjà fort, tu vois, Zach LaVine. Mais c'est vrai que si les Bulls commencent à partir sur les bases d'une saison à 72 wins, c'est sûr que Zach LaVine, tout de suite... ça va être autre chose. On va attendre des vrais tests pour les Bulls, parce que on va pas se mentir, les Pistons et les Pélicans, qui sont probablement les seuls adversaires des Bulls, ont été projetés, Alex. De ouf. On a fait les previews en septembre. Non, et puis c'est pas des... Et en plus, les Pistons, on les a preview très très bas dans l'Est, et les Pélicans, il n'y a pas Zion. C'est vrai que c'est des équipes en galère. Donc pour le moment ça va, mais j'attendais une hausse et une montée en température après un premier match qui était assez moyen à Détroit, que je comprenais. J'ai bien aimé ce que j'ai vu et il y a vraiment cette capacité à pouvoir faire des stops défensifs, ce qui peut être une des vraies solutions à surveiller pour les Bulls qui ont envie de reviser le haut du tableau. Juste sur les éléments à surveiller, comme d'habitude, on l'a vu dès le premier match et on va voir si ça se représente par la suite. Billy Donovan et les rotations, voir si c'est un tout petit peu trop binaire, voir si c'est on en enlève 4 des 5 titulaires et on laisse juste DeMar DeRozan avec quelques gars. Non mais quand ils vont jouer des vraies grosses équipes, on aura l'occasion de beaucoup mieux juger et les rotations et l'impact réel défensif aussi. C'est ça. Parce que défendre bien sur les Pistons ou les Pélicans sans Zion, c'est quand même plus facile que de bien défendre sur les Knicks, d'Evan Fournier et Julius Randle par exemple. Je suis bien d'accord. Ou sur, le Heat ou les équipes qui attaquent bien sur ce début de saison. Et c'est une magnifique perche que tu me tends, puisque pour finir cet axe spécial Bulls, j'espère que tu es prêt. Prochain match à Toronto. Normalement, si je dis pas bêtise, c'est ce soir. Et ensuite,
Tu veux du test ? Vas-y. Les Knicks qui sont en déplacement donc à Chicago, le Jazz qui est en déplacement à Chicago, déplacement à Boston, déplacement à Philly, match à domicile contre Philly, la saison commence quoi. Match à domicile contre les Nets, les Mavs, les Warriors, les Clippers, les Lakers. Donc il y a du monde. On va pouvoir reparler des Bulls dans un mois et voir s'ils tiennent face à ce gros début de saison parce que le calendrier est sérieux, il y a de l'Ouest, il y a de l'élite de l'Est, mais en tout cas les bases sont bonnes, mieux vaut ça qu'autre chose quand même. Ok, pas mal, cool, les Bulls. Allez les fans de Chicago, je sais qu'à chaque fois vous êtes là, allez. Dédicace à 2-3. Allez, je t'en prie Alex, conclusion suivante. J'étais à New York, je reste à New York. Les Nets ne peuvent rien faire sans Kyrie Irving. Ouais. Ça se voit là. Ils n'ont pas eu leur leader. Hein. Et puis ça se voit offensivement, c'est plus pareil en fait. Difficile, hein. Alors. Ils sont à un Doc Rivers près d'être à 0-3 quand même. Hein. Tout à fait. Ils sont aussi à une deuxième mi-temps un tout petit peu mieux gérée contre les Hornets d'être à 2-1. Hein. Oui, tout à fait. Parce que leur deuxième mi-temps contre les Hornets, c'est un scandale. C'est un scandale. Alors que Kevin Durant est en feu. Comment tu peux, quand t'es les Nets, comment tu peux perdre quand Kevin Durant met 36 points, je crois 36 points à genre 75% au tir. À 17 sur 24, ça, hein, TFL. Ouais. Tu vois comment c'est possible ça? On te prend des trous d'air de malade. Bah voilà. Des trous d'air, moi que j'ai trouvé surtout offensivement, vraiment ils m'ont... Parce que défensivement, que les Nets prennent des trous d'air un peu de temps en temps et que leur défense soit average moins ou average, toi autour de l'average, allez, je m'y attends. Par contre, là, y a la Marcus Aldridge qui fait plaisir, là, qui ramène un petit peu de choses, mais alors par contre... Mon pote Mills, il a fait un premier bon match. Bon, ils l'ont perdu malheureusement contre les Bulls, mais il rentrait des tirs. Bon, après, là, contre les Hornets, là, ça a été un peu plus compliqué. Donc, on n'a pas cet apport-là en sortie de banc. Joe Harris. T'as pas Carly. Joe Harris, mais. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ce mot? Joe Harris, c'est très Qu'est-ce qu'il a? Ouais, je sais pas ce qui se passe. C'est quoi le problème? Waouh! Parce que là, Joe Harris. Il y a les mecs qui le voient sur le terrain, ils disent mismatch, on y va, on attaque dessus, Miles Bridges. On attaque dessus. Miles Bridges. Si encore il mettait 6 paniers sur 8. Ouais. À 3 points en face, à la limite on se dirait bon, ok, mais là c'est pas le cas. James Harden, bon bah d'accord, ok, c'est que le tout début de saison, il va falloir qu'il démarre par contre, parce que là James Harden qui shoot à même pas 40% au global au tir. J'ai vu un article sur un petit site, je sais pas si tu connais, trashtalk.co, qui parlait du fait que James Harden il obtenait pas autant les fautes qu'avant et qu'il était donc une des premières victimes des nouvelles règles d'arbitrage. Du coup, James Harden, il tourne à peine à 40% au tir, il perd plein de ballons, il n'arrive pas à provoquer autant de lancers, il défend bof quoi, le James Harden dans la continuité de ces dernières années, sauf au poste, mais dans la NBA moderne, excusez-moi, ça sert pas non plus si souvent que ça. C'est ça. Donc c'est un petit peu chiant. Donc, conclusion hâtive, les Nets ne peuvent rien faire sans Kyrie Irving. Je suis bien évidemment pas d'accord avec cette conclusion hâtive. Mais il faut la placer. Mais il va falloir se bouger par contre. Il va falloir sortir les doigts. Je peux t'entendre une belle? Puisque tu disais que tu restais à New York, les Knicks sont la meilleure équipe de New York? Non. Ah non. Non, faut arrêter. Les Nets, ils font partie de ces équipes qui nécessitent un petit peu de plus de mise en route peut-être que d'autres. Yeah. Des équipes qui peut-être ont un peu plus de mal aussi à se motiver et à rentrer dedans mentalement en tout début de saison parce que voilà, James Harden, là, il faut qu'il rentre dans sa saison. Après, qu'il soit pas rentré la première semaine, j'ai envie de te dire, bon, so be it. Par contre, on va se revoir dans 3 semaines, là, va falloir qu'il soit rentré, parce qu'on sait très bien comment ça marche après. Après, tu te fais happer par le rythme, et voilà, quoi. Et pour l'instant, Kyrie Irving, bah, il peut pas venir jouer. Enfin, la réglementation sanitaire, là, dans l'état de New York, pour l'instant, ils ont pas l'air de vouloir la bouger. Donc, combien de temps ça va durer, ce bazar? On en a parlé pendant la preview, mais donc, du coup, oui. Ça peut vite devenir une story, ouais. Faut faire gaffe. Ouais. On peut leur mettre en effet sur la casquette le côté vous finissez mal le match contre les Hornets qui démarrent très bien leur saison, on va pouvoir en parler. Steve Nash m'a pas fait rêver non plus. Steve Nash non plus, tout à fait, il faut qu'ils sortent tous les doigts de façon un petit peu, je sais pas, défensivement, en termes d'intensivité, etc. Ils se sont fait rentrer dedans par les Bucks à la régulière, parce que c'est la remise des bagues. Voilà, c'est un... T'es à Milwaukee, les mecs ils viennent d'enfiler une bague. Bon, d'accord. Puis Yanis qui a décidé de mettre tout le monde d'accord. Bon, bah là, tu plies les goals et tu dis merci pour la défaite. Tu bats les Sixers, mais tu t'en sors bien parce que Doc Rivers, attention. Et Danny Green, merci, ouais, grave. On est d'accord. Parce qu'ils auraient pu être à 0-3, quoi. Donc,
Mais là, ils auraient dû profiter de ce 1-1, ils auraient dû battre les Hornets, moi je trouve, même si c'est pas faire offense aux Hornets, vraiment une des équipes qui me fait le plus kiffer. Là, sur ce tout début de saison, ils sont kiffants. Miles Bridges, enfin, je veux dire, Miles Bridges. C'est une conclusion hâtive, limite, mais je vais pas la faire maintenant. Mais Miles Bridges. Enfin, genre, contre un max. Hein. All-Star. Contre un max pour ce cher. Il joue comme un All-Star. Mais voilà, hier, bref. J'essaie de regarder le calendrier des Nets. Je sais plus quand c'était, mais les Hornets, là, c'était dimanche. En prime time, waouh! Ouais. La deuxième mi-temps des Nets, offensivement, c'est dégueulasse. Ouais, c'était un peu freestyle, un peu manque de discipline, pas beaucoup de systèmes exécutés. On s'était posé des questions sur l'utilisation de Bruce Brown. Pas d'adresse, ouais. pas d'agressivité vers le cercle, du jeu de feignant, quoi. Ouais, un petit peu. Et puis open bar pour ceux qui veulent dans la raquette. Ça joue beaucoup à domicile. Les 1, 2, 3, 4, 5 prochains matchs des Nets sont à domicile. Tu es prêt ? Allez. Wizards, Heat, Pacers, Pistons et Hawks. Il faut démarrer la saison côté Brooklyn. Il faut commencer parce qu'après, 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs en déplacement. Il y a un peu de East Coast et de West Coast. Donc il faut se lancer les Nets. Mais c'est vrai que sans Kyrie Irving, tout est plus compliqué. Tout est plus compliqué. T'as quelque chose pour nous ? Bien sûr. Il y a déjà un trophée qui est acté. Chris Duarte, rookie de l'année. Oh le bonheur! Oh les Pacers, Chris Duarte. Est-ce que vous avez regardé Chris Duarte ? Je sais qu'il y a plein de fans des Pacers qui se sont régalés sur les 3 premiers matchs d'Indiana. Alors il y a de la frustration parce que à Washington tu fais pas le taf. Et à Charlotte tu menais de 26 points et tu te fais rattraper, c'est dur. Tu gagnes en prolongation contre Miami, il n'y avait pas Kyle Lowry, mais tu gagnes quand même un petit peu ton opener à domicile. Et alors au milieu de tout ça, toujours en effet du Sabonis qui fait le travail, parce qu'il adore les gros débuts de saison, c'est un spot TTFL formidable. Mais alors Chris Duarte... culotté, gestion, création pour soi et pour les autres, bonne lecture de jeu. On savait que c'était un des plus vieux, si ce n'est le plus vieux des rookies cette saison, que Indiana avait fait beaucoup pour l'avoir à ce spot de draft. Mais alors là, tu dis, mais là du coup, quand Caris LeVert il revient avec TJ Warren, il est titu ou il est pas titu en fait, Chris Duarte ? Il est super bon. Il est super bon. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit fiable, mais attends, là, c'est pas fiable. Là, il prend vraiment des responsabilités dans le Money Time où tu te dis genre est-ce qu'on la donne, enfin en tout cas si vous la donnez pas à Brogdon, Chris Duarte, ça fait 2 matchs, ça fait 3 matchs. À qui on la file ? Il est super bon, il est culotté. Je sais pas si t'as pu le voir un petit peu. Il est vraiment. Il y a quelque chose de très cérébral. Assez soyeux en plus dans ses gestes, dans son geste de tir ou dans ses déplacements et tout. Il y a un petit côté vraiment. Non, ça a l'air d'être un très très bon joueur. Ouais, je pense que ça va être un mec qui va déjà faire un début de carrière solide, une bonne première saison, qui va mettre aussi un peu la pression sur les Jalen Green dont on va parler et autres petits rookies, Evan Mobley, etc. Mais en tout cas, il n'y a aucun... Les fans des Rockets vont peut-être l'avoir mauvaise, mais il n'y a aucun rookie, selon moi, qui a autant démarré pied au plancher sa carrière NBA. Le mec, ses 3 premiers matchs, mais c'est des dingueries. Le match à Charlotte, c'est dingue. Oui, tout à fait. Mais attends, l'autre, c'est même plus que pas mal, mais là, l'autre, c'est... Oh. J'avoue. Non, Duarte est très très solide. Rigole pas du tout. J'ai pas, je vais terminer juste, j'ai pas les stats sous les yeux de Chris Duarte, je vais essayer juste de te les retrouver, mais pendant ce temps-là, juste tu peux nous balancer toi ta conclusion hâtive suivante ? Ouais. Ben Simmons va tuer le projet Sixers. C'est pas déjà le cas ? C'est pas Doc Rivers ? Pardon. Ah. Ou Joël ? Merde. Est-ce que Ben Simmons va tuer le projet Sixers, Bastien ? Bah bien sûr. Ça suffit là. Déjà, bon, le projet avec Ben Simmons chez les Sixers, il est mort. Ça c'est sûr. Enfin, ou alors vraiment on va assister à l'un des plus grands retournements. Je sais pas, Joël il a dit que c'était un frère. Arrête. Et qu'il fallait l'accueillir, il fallait le soutenir et que ça allait finir par se remettre. Ou il a dit ça ou j'ai rêvé ? C'est irrattrapable. C'est pas ce que dit Joël. C'est irrattrapable. On avait parlé dans la preview du fait qu'il allait probablement revenir au camp d'entraînement pour y foutre le bordel. On a eu confirmation. Ah là oui, je te confirme. Après, le projet Sixers, c'est quoi le projet Sixers ? C'est d'être contender. C'est de construire autour de Joel Embiid un des pivots les plus dominants, si ce n'est le pivot le plus dominant du moment, avec des shooters, des snipers. Seth Curry, t'as vu comment il shoot là en ce début de saison ? Voilà, des Tobias Harris, des jeunes qui n'en veulent, genre des Tyrese Maxey ou des Matisse Thybulle et tout. Il y a quand même des joueurs. Tout à fait. Danny Green et tout, c'est de construire donc autour de Joel Embiid avec ce groupe un
contender, une équipe qui peut aller en finale de conf, en finale NBA pour essayer d'aller chercher une nouvelle bague dans la ville de l'amour fraternel entre Joel Embiid et Ben Simmons. Et Ben Simmons et Doc Rivers, tous les amoureux fraternels. Bon, ils ont... Je pense que t'es fan des Sixers, tu te dis encore, allez, tant qu'on a Embiid et ces gars-là autour, on est parmi les contenders. Mais pas pris autant au sérieux qu'avant, ça c'est sûr. Bah, disons que le problème, c'est que si Joel Embiid, moi je suis d'accord avec toi, j'ai l'impression qu'il essaye là, on sait pas trop ce qu'il essaye de faire parce que un coup il envoie carrément du verre brisé dans la gueule de Ben Simmons en mode déclaration et tout. Le coup d'après il dit c'est un frangin, faut le choyer et tout. Doc Rivers il se prononce pas trop, enfin c'est n'importe quoi, ça devient n'importe quoi. C'est certainement aussi Ben Simmons comme il met la pression et qui vient à l'entraînement avec son téléphone dans sa poche et que bref il veut pas faire les exercices, que Doc Rivers est obligé de le renvoyer à celui et tout. Enfin bref, ça doit être un délire. Tu rentres chez toi et tu ranges ta chambre. Franchement ça doit être un délire. Qu'effectivement le truc c'est que Daryl Morey il a beau dire ouais on va pas me la faire, si ça doit prendre 4 ans ça va prendre 4 ans avant que je le trade. Genre vraiment là on est vraiment dans genre le bluff quoi. Il te reste combien de contrats? 32 ans? Ça prendra 32 ans. C'est ça. Daryl Morey l'autre il a un 8 et un 3 en main et il fait all-in quoi. Mais tout le monde le sait qu'il a un 8 et un 3. Je te jure je garde. C'est là qu'il est un con, tu vois ce que je veux dire. C'est là qu'il est con, c'est que tout le monde sait ce qu'il a en main. Ouais. Donc il a pas non plus un jeu de ouf. Ben Simmons faut qu'il fasse gaffe aussi parce que forcément ça va l'abîmer en termes de réputation, en termes de qu'est-ce qu'on va lui filer comme responsabilité, comment il va se faire accueillir dans un nouveau club et tout. Donc est-ce que tout le monde est pas en train de se niquer en fait dans cette histoire finalement quelque part, tu vois, tout le monde est un peu en train de se faire éclabousser par de la merde. C'est une très très belle métaphore et j'apprécie d'imaginer ça sur la tête de tous les joueurs des Sixers. Les fans doivent être en délectation. Mais oui, il y a un peu ce sentiment-là. C'est pour ça qu'il y en a qui se sont ramenés au camp d'entraînement et qui ont dit que les histoires de Kevin Huerter et Trae Young ont tué le process. Tu as le sentiment que là, il y a une transition chez les Sixers où cette situation ne pourra pas sera intenable, je pense, par les Sixers et que on va remettre le dossier transfert contre qui et contre quoi au fur et à mesure. Et Daryl Morey va continuer à dire ça peut prendre 4 ans s'il faut, mais ils pourront pas garder cette situation ad vitam aeternam. Et je ne vois pas comment est-ce qu'il y a pu avoir autant de nitroglycérine de balancer et Ben Simmons peut se repointer là dans le... Il n'y a même pas j'ai déjà imaginé à quoi pouvait ressembler là un match de Ben Simmons avec un autre maillot à Philly et j'ai déjà peur. Alors imagine à Philly avec le maillot des Sixers. No way. Non. Franchement, ce dont j'ai peur, c'est surtout que ça en vienne à travailler un mec comme Joel. Là, ça va, c'est tôt. Mais franchement, t'imagines? Je suis d'accord. Parce qu'on peut dire que c'est un mec qui troll, mais il reste compétitif. Et il est pas con, quoi. Je veux dire par là, Joel, il le sait, que son équipe, elle est meilleure s'il y a des joueurs de calibre All-Star. Oh, quand même. Bah si, bien sûr qu'il le sait. Ah oui, je pense que tu disais genre, pas sûr. Non, il le sait et c'est sûr, il doit avoir les boules. Sauf que là, il peut plus jouer avec Ben Simmons malgré tout ce qu'il raconte. Non, ouais. C'est impossible, t'es d'accord? Donc il a tué, ils ont tué le process. Est-ce que c'est une conclusion hâtive ou est-ce que c'est une conclusion tout court qui va conclusion. Après, je sais pas par rapport à ta conclusion si ça veut dire que les Sixers ne pourront plus être contenders sous cette forme-là. Je pense qu'ils peuvent. En tout cas, il a tué le projet tel qu'il est, tel qu'on l'a connu là sur les 2-3 dernières années. Ouais. Et c'est qui l'a tué du coup? Ben Simmons. C'est lui qui l'a tué. Mais pas tout seul. Mais disons qu'il en est peut-être c'est peut-être l'acteur principal, si tu veux. Tu vois? C'est pas Doc. Non, parce que Ben Simmons, ça fait 4 ou 5 ans qu'il est en NBA. D'accord. Et même si je peux tout à fait comprendre qu'il ait envie de se casser après ce qui s'est passé lors des demi-finales contre les Hawks et tout, et puis qu'il n'ait pas kiffé les déclarations de Doc Rivers, de Joel Embiid, qu'il se soit senti, en plus il est un peu une diva et tout, qu'il ait envie de se casser, tout ça, ok, ça je peux comprendre. Par contre, lui, depuis 4 ans, il a progressé au tir. Bah non. Et puis est-ce qu'il a fait ce qu'il dit vraiment? Pas vraiment. Donc du coup, pour moi, il est à l'origine de ces problèmes. Maintenant, je pense qu'il a raison de vouloir se barrer. Le truc, c'est que putain, voilà comment ça se passe. C'est une catastrophe là. Là, le déroulé est une catastrophe. En fait. Non, c'est sûr.
Une horreur totale, les fans des Sixers. Parce que s'il avait voulu se barrer fin août puis qu'il avait été tradé début septembre, bon bah on verrait qui a gagné le trade, qui a pas gagné le trade, mais Philadelphie serait plus serein, tout le monde serait plus serein, enfin voilà quoi. C'est sûr et certain. Dites-nous évidemment les fans des Sixers ce que vous pensez de cette conclusion, hâtive ou pas. Je vais aller du côté de Miami. Vas-y. Parce que je vais te dire un truc, Alex. Vas-y. Tyler Hero, c'est le nouveau leader du Heat. Ok. 2 matchs, 28,5 points par match si je dis pas de bêtises. 10 rebonds. Open bar total au scoring. On en avait parlé pendant la pré-saison. On en avait parlé pendant la preview du Heat après la saison sophomore qui était un petit peu compliquée. Ça a été confirmé dès le début de saison par Eric Spoelstra. À partir du moment où Tyler Hero a un orteil sur le terrain, il a feu vert. Il prend plus de 20 tirs par match sur les 2 premiers matchs. Il n'y a pas eu du Lowry, etc. Je vois que tu te marres. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me marre parce que c'est sur 2 matchs donc ça me fait rire. En fait. C'est sur 2 matchs, mais bon, on est quand même sur une base. Et il avait prévenu en plus. De quoi ? Il avait prévenu, il avait dit qu'il allait revenir, qu'il allait mettre le feu, parce que l'année dernière, il a pris un peu cher. L'année dernière, il a pris un petit peu le feu des critiques. Tout à fait, et donc on a rigolé pendant la pré-saison du fait que dans une interview, il disait « Moi, si je pense quelque chose, c'est que dans la conversation des futurs superstars, je pense qu'on doit mettre Ja Morant, Luka Doncic, Trae Young et moi. » Fallait le dire et fallait backer derrière. Pour le moment, donc en 5 jours, il est là. Il a mis donc des cartons. Alors il faut que ça soit évidemment dans des victoires consécutives pour le Heat. Il y a eu pour le moment une victoire contre Milwaukee très très nette où il a été très fort. Contre Indiana, il était là aussi en sortie de banc et il a complètement explosé, mais le reste du groupe n'a pas suivi. Hâte de voir parce que Tyler Hero vraiment peut rejoindre un groupe, certains ont vu le tweet que j'ai balancé ce matin, peut rejoindre un groupe qui est assez rare. Je crois qu'il y a Ricky Pierce du côté de chez vous. Non, c'est du côté des Bucks qu'il l'a fait. Eddie Johnson a failli le faire chez vous. Ben Gordon chez les Bulls et Lou Williams chez les Clippers. Être le meilleur marqueur de sa franchise sur une saison en étant en sortie de banc. Ils sont pas nombreux, ça. Non. C'est clair, c'est pas évident. Ils sont pas nombreux. Jamal Crawford ne l'a pas fait. J'avais l'impression. Eddie Johnson a failli le faire chez vous. Mais il était derrière Tom Chambers. J'ai regardé. C'est possible. Au début des années 90. Ouais. Ben Gordon l'a fait avec les Bulls de 2007-2008, souvenez-vous. Et Lou Williams, c'était la saison il y a 3-4 ans où il était meilleur scoreur avec Blake Griffin, je crois, pendant une demi-saison. Mais donc Tyler Hero, ça se trouve, peut être. Je sais pas pour le côté meilleure progression de l'année. Pourquoi pas ? Je pense que celui de 6e homme de l'année, il va commencer à mettre une distance si Miami commence à gagner des matchs. Si Miami commence à gagner des matchs, il aura des concurrents, mais il sera bien positionné. S'il continue à tourner à plus de 20 points par match, ça va se voir. Tout à fait. Et en voilà un qui a vraiment taffé sur son jeu, et pas que sur son physique. Ça se voit, il a retrouvé sa confiance, et en plus, il y a des nouveaux moves. C'est très très cool de regarder Tyler Hero en ce moment, allez-y. Hein. Il est en sortie de banc, c'est catch fire en ce moment. Je t'en prie, Alex. Conclusion suivante. Ime Udoka n'est pas un bon entraîneur. C'est pas la bonne pioche. C'est pas la bonne pioche pour les Celtics. Celle-là me fait beaucoup. J'aime bien le Ime Udoka n'est pas un bon entraîneur. Ouais. Me fait beaucoup rire celle-là. C'est pas la bonne pioche, hein. Non. Bah on voit bien les Celtics. Ça joue mal. Là. Ils auraient dû mettre Danny Ainge. Ça joue mal. Ouais. Franchement. Il n'y a pas de mouvement de balle. À domicile. Ouais. Incapable de finir les Knicks. Ouais. Les Knicks, quoi. Allez, développe sur Ime Udoka. Bah, développer, c'est compliqué, hein, le mec... Oh, non, t'es horrible. Le mec est pas bon. Qu'est-ce que je te dis ? Le mec est pas bon, le mec perd. Ouais. Voilà. Non. À sa décharge, sur son premier match, ok, les Knicks l'ont arraché en prolongation, mais les Knicks ont fait un match de ouf. Pendant ce temps-là, les Celtics, eux, ils avaient... c'était pas Tatum, c'était Bodum. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'était Gollum. C'était chaud. Non, mais c'est vrai, c'est compliqué. Alors qu'ils ont quand même réussi, malgré un Jason Tatum, genre, je sais plus, il est à 2 sur 2000... ils sont quand même allés en prolongation et tout, donc on peut aussi présumer que avec un Tatum un poil plus performant, ça se trouve Boston pouvait l'emporter ce match-là. Et il n'y avait pas alors Ford qui était dans cette histoire de Covid. Bien sûr. Et puis après, ils ont joué avec un Jaylen Brown un petit peu embêté, hein, qui a fait quand même un match absolument affreux. Domicile contre Toronto ? Ouais, affreux. Où là ça a été très compliqué. C'est vrai que collectivement dans ces 2 matchs-là, on n'a pas retrouvé du tout le jeu de Boston et tout. Après, là j'ai vraiment envie de dire aux gens, genre, tranquille, doucement. Mine de rien, il y a quand même du nouveau joueur. Mine de rien. Il y a quand même des joueurs qui doivent un petit peu s'intégrer. Il y en a quelques-uns. Plus il y a un nouveau coach. Surtout ça le gros truc, quoi. Et en plus, il y a donc Jason Tatum dégueulasse au premier match, Jaylen Brown pas dedans, 3e match pas de Jaylen Brown. Tatum lance la saison des Celtics à Houston. Comment ?
Tatum lance et Tatum lance la saison à Houston. Bon, Houston, on va peut-être en reparler aussi dans une autre sur une autre chaîne. Voilà. Mais donc en gros, oui. Non, on peut pas encore savoir. Ime Udoka, pour moi, on peut absolument rien juger. On va attendre. Il faut au moins 30, 40, 50 matchs avant de commencer à se dire ok, donc déjà Ime Udoka. Genre moi, pour l'instant, je suis incapable de savoir qu'est-ce qu'il veut imprimer comme tactique. Non, quel genre de jeu, est-ce qu'il veut que ça défende dur, que ça attaque machin. Enfin, tu vois, on n'en sait rien en fait. Non, c'est trop short. Donc voilà. Mais du coup, ça m'a fait rire parce que c'est vrai que Boston a été assez affreux à regarder. Ça. Et que tout de suite, on est là, Udoka. C'est pas bon. Ramenez vite Brad Stevens. C'est vrai que bon, allez, il y a des débuts de saison aussi comme ça où oui, sur 2-3 bêtises, Boston a une victoire signature au Madison Square Garden et on pourrait se dire genre wow, putain, ils sont tellement de profondeur les mecs, il y a même pas de Tatum qui est chaud. C'est ça qu'on se dirait. T'as vu comment ils exécutent en fin de match, Marcus Smart au buzzer. T'as vu Udoka en sortie de temps mort. Quand Williams dans le 5 majeur, non, je pense que là où ils ont besoin d'un peu plus de temps que les autres, c'est que tu l'as dit, il y a certains à réintégrer. Il y a du Horford, il y a du Schroeder. Il y a Schroeder, on voit bien que Schroeder, faut qu'il trouve. Ouais, bien sûr. Et il est important du coup dans ce que tu veux en faire. Il y a le retour d'Alorford, il y a Robert Williams à qui tu veux donner plus de place. Il y a plein d'éléments en fait. Il faut trouver tout à fait un équilibre. Maintenant, j'espère en effet qu'on va pouvoir voir des bases intéressantes sur quelques matchs consécutifs. Ils vont en déplacement à Charlotte, pas facile. Non. Tu joues à domicile contre les Wizards, puis tu vas à Washington, tu reçois les Bulls, et ensuite, allez, la petite Floride, attention, Orlando et Miami. Ça, vous le connaissez, hein. Ça, c'est la doublette qui fait mal, surtout au niveau du crâne. Ouais. Quand t'enchaînes les Verts en Floride, à South Beach. Ça peut faire très très mal, ça. Donc, on va donner un petit peu de temps à Ime Udoka avant de vraiment le juger. Surtout sur ses essais, puisque tu sais, pendant la preview, j'avais parlé dans le 5 majeur du fait qu'il voulait tester Alorford, notamment dans le 5, à côté d'un Robert Williams, voir si ses rotations se mettent elles aussi en place au bout de quelques semaines, parce que pour le moment, on est plus en tâtonnement. Ah bah là, ça tâtonne, mais c'est normal. C'est normal. Donc voilà, c'était la petite conclusion active à Ime Udoka Celtics. Magnifique. J'en ai une. J'espère que tu es prêt. Cet été, il y a eu un gros transfert. Et ben, je peux te dire que les Wizards, ils ont remporté le transfert avec les Lakers. Et allez, bim, vous allez prendre Russell Westbrook et nous on va prendre Kyle Kuzma, KCP et Montrezl. Et ben les Wizards, 2 matchs, 2 victoires. Kyle Kuzma a été bon, voire même très bon sur les 2 premiers matchs. Il a été bon, il s'est donné, mais en tout cas offensivement, il est surtout un peu plus libre. Là, on est bien Montrezl dans la raquette si imposante de Toronto, qui a fait dunk sur dunk. Le premier match, déplacement des Wizards à Toronto. Super, ça gagne en déroulant. Donc, ça me fait rire parce que je vois le côté genre Wizards, profondeur. Mais ça y est, on parle de profondeur d'effectifs chez les Wizards et on parle de défense. Mais c'est incroyable. Il n'y a plus Scott Brooks, il n'y a plus Russell Westbrook. Qu'est-ce que je te dise ? Bon, voilà, ils ont fait un transfert cet été. Et on a failli avoir un autre type de transfert. Mais ils ont récupéré donc Kuzma, Harrell et KCP. Et tu as ce premier match, ce premier déplacement où Kuzma fait une très bonne première mi-temps et Harrell est très très bon en sortie de banc pour défoncer le secteur intérieur de Toronto. Et quand tu reviens à domicile et que tu joues les Pacers, Bradley Beal, il est en Starco. Et là, tu as Spencer Dinwiddie, il y a du Kuzma, il y a d'autres garçons qui viennent et qui contribuent. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un moment, Alex, il faut regarder les choses droit dans le pare-brise. Oh, les Lakers, on en parlera dans une autre vidéo. Les Wizards sont à 2-0. Qui a remporté le transfert ? Washington. On est bien content. Il n'empêche qu'au-delà de ce troll, je pense que comme on a discuté dans la preview, l'effectif a l'air un peu plus profond quand même que la saison dernière. Et donc, si j'étais dans les pompes de Bradley Beal et que je me dis, putain, je suis en Starco et en overtime, on a battu les Pacers chez nous à domicile, mais il doit être trop refait. Non, tu m'étonnes, il doit être trop refait. C'est une nouveauté les Pacers pour lui. De Chris Duarte. J'ai regardé les stats, il est à 20 points de moyenne, Chris Duarte. 20 points, c'est pas mal. Non, mais attends, Washington, moi je pense qu'ils ont. Ça se voit. Ils ont remporté le trade. Bien joué, Shepard. Bien joué. Tommy Shepard. Ouais, tout à fait. Bien joué. Impeccable. Belle. Je t'en prie, conclusion individuelle suivante. Les Cavs ne peuvent pas y arriver avec JB Bickerstaff. Donc ça, c'est pas en conclusion hâtive, c'est en conclusion. Ils s'est trompé à l'apéro. Oui, ouais. Voilà. Et elle va en doubler avec Evan Mobley, le meilleur joueur des Cavs. C'est une conclusion. Voilà. C'est mes conclusions sur les Cavs. Voilà.
je suis content, je l'ai placé. Et le line-up de 2m50, on en pense quoi? Avec Markkanen en 3, Jarrett Allen en 5 et j'avoue Mobley que en 4. j'étais un petit peu surpris sur le premier match, là, quand je les ai... Non, c'est pas le premier match. Memphis? Oui, mais moi, je Charlotte? l'ai... C'est en direct, c'était Atlanta. Atlanta, samedi soir. Ouais, C'est cadeau. Atlanta, je tombe dedans, j'avais fait Memphis en replay, mais là, là, je vois en direct, je me suis dit, putain, ouais, ok, il est comme ça, l'autre. Et tout, donc un peu surpris, faut bien le dire. Par la victoire? Alors, par la victoire, et par la victoire, très surpris, et par le 5 majeur, enfin, la façon d'aligner des grands mecs de... En gros, il a des 7-footers, quoi. Il a 3 7-footers, parce que Markkanen, c'est un 7-footer, hein. Ouais. Evan Mobley, c'est un 7-footer. Mobley, c'est un 8-footer. Ça dépend parce qu'il a tellement des longs bras, l'autre. C'est un malade. Et alors, par contre, effectivement, je pense toujours qu'ils peuvent pas y arriver avec Jimmy Bickerstaff. Je le maintiens. Hein. Limite, la victoire contre les Hawks, c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée. Parce que limite, ça donne du sursis à Bickerstaff, alors que les Cavs, ce qu'ils devraient faire, là, c'est perdre pour que Bickerstaff il dégage. Non. Oui, je suis d'accord. Si stratégiquement aussi, ça me paraît plus opportun. Parce que là, Mobley, par contre, moi, je suis ultra séduit. Ah bah oui. Défensivement, c'est terrifiant. Là, t'es les Pistons sous les Rockets, tu dis ouf, mince. Non. Ah, mais on est dans plonge tout de suite. On est dans les conclusions hâtives. Putain. On est dans les conclusions hâtives. C'est normal de la faire. Dis C'est une belle conclusion hâtive, ça. Evan Mobley, le meilleur joueur de sa draft. C'est au bout de 3 matchs. Derrière Chris Duarte, par contre. Oui. Non, mais attends, Evan Mobley, défensivement. Très même offensivement, c'est pas mal. Hein, ça bouge bien et tout. Hein. Oh, la mobilité qui. Faut juste aller à la cuisine. Truc de malade, Kevin Garnett, là. Faut aller manger. Ouais, mais c'est pas forcément le plus dur pour ce genre de joueur. Non, c'est bien. Faut être un peu agressif, mais ça va venir. Hein. Mais alors, défensivement, par contre, il y a tout. Hein. Il fait peur. Moi, il fait très peur. Grand malade. Ouais, il fait très très peur. Un peu, on dirait les débuts d'Anthony Davis. Vraiment un peu défensivement. switcher. Ouais. Il peut vraiment venir en aide. Il peut vraiment contrer tout ce qui bouge en deuxième rideau. Il peut vraiment apporter énormément. Moi aussi, j'ai eu très très peur. Les switches là sur Terry Rozier, Trae Young et pas persuadé de l'histoire de front courte avec 3 7-footers par contre. Voilà, c'est là qu'on en revient. À Bickerstaff. C'est là qu'on arrive sur Bickerstaff parce qu'honnêtement, écoute, c'est intriguant. Markkanen, Mobley là pour tenir le poste 3, c'est vraiment pas un cadeau à leur faire. Et je trouve que bon oui, offensivement, ça peut bricoler vu que Markkanen et Mobley peuvent quand même shooter un minimum. Mais enfin, vas-y, fais jouer Okoro, là, titulaire en 3. C'est ce qui équilibre-nous tout ça, là. C'est ce qui m'a dérangé. C'est que moi, mais peut-être parce que c'était Gérard Dor dans la preview des Cavs, ça me fait très bizarre d'avoir un Isaac Okoro qui est sélectionné top 10 de sa draft il y a 1 an et qui est déjà en sortie de banc. Genre comme si en plus Isaac Okoro avait vraiment un profil de genre 6e homme, let's go. Trop pas. Et alors pourquoi pas avec Ricky Rubio, parce que Ricky Rubio va être plus gestionnaire. Il faut mettre Markkanen avec Ricky Rubio. Mais à ce moment-là, tu mets Markkanen avec Ricky Rubio, on est d'accord. Et à ce moment-là, ça te fait une belle doublette. J'aimerais bien voir si Bickerstaff nous aligne ça. Je pense qu'il fait un test parce qu'il a dit les Lakers ils ont gagné le titre en étant avec de la taille. Vous pouvez mettre Kevin Love en arrière parce qu'il teste vraiment les 7-footers. Il joue beaucoup trop. Oh. Il a beaucoup trop de minutes là. Mais il n'en a plus rien à faire, Kevin Love. Je t'avais posé la question. Kevin Love, il est vraiment en mode. Je t'avais dit over-under 20 minutes de jeu. Et genre jamais. Bah ouais, mais n'empêche qu'il a là, il joue trop. C'est Jean-Baptiste. Ouais, mais il joue beaucoup trop. C'est ridicule. Surtout qu'en plus, c'est pas comme s'il faisait du bon boulot sur le terrain. Genre dès que Kevin Love met un orteil sur le terrain, l'équipe d'en face fait Let's go. Il y a de la place. Ah ouais. Oh là là. Ils tiennent à Memphis. Ils sont pas loin à Memphis de les faire bouger. Ils se font taper par Charlotte à la régulière. Et tu tapes les Hawks. Bon. À la régulière. Ils se sont bien rattrapés en 4e quart. Ricky fait un super match. Ouais. Mais oui, en effet, ça sauve un petit peu la peau de JB Bickerstaff, dont on n'a pas du tout fait les louanges pendant la preview et dont on va suivre les rotations. Pas fan. Faut qu'il s'en aille. Voilà, c'était mon passage Cavs. T'as quelque chose encore pour conclure là ? J'en ai une dernière. LaMelo Ball, titulaire de la conférence Est au All-Star Game. Bah non mais... Bon, il est fort. Attends. Déjà, le mec est fort. Très très fort. Faut reconnaître. Merci parce qu'on verra si on reparlera de Monsieur Anthony Edwards, mais merci à certains garçons de la draft 2020 d'avoir démarré leur année sophomore en disant attends quoi. On a encore un petit cap à passer. LaMelo Ball démarre très très fort contre Indiana. Clutch des 3 points, il lance le run de 26 points de retard des Hornets dans une salle complètement dingue où ils finissent par remporter le match. Et puis son approche, j'ai adoré. Il lance ce run, il fout le bordel dans la tête des Pacers et il pousse. Et lorsqu'il faut exécuter ensuite, tient Gordon Hayward. Donc il y a une compréhension en plus du jeu de LaMelo Ball qui est très très forte. Pareil sur le déplacement,
à Cleveland Brooklyn. et à Brooklyn, Ah, où sur les 2 matchs, il dit, bah attends, il y a une isolation là contre la Marcus Aldridge, bah en fait, flotteur avec la planche, Et sur la Marcus ouais. ou sur, Millsap, sur KD. tous les gars, il l'a fait, mais je sais pas combien de fois, de une seule main, là, Ouais, quand il part en flotteur à drive. une main, ouais. Putain, il l'a bien en Ouais, plus. c'est un serveur. Ouais. C'est un beau petit toucher. Complètement, il est concentré, il est compétitif, ça se voit là qu'il a passé un cap supplémentaire. C'est le trompe pas, déjà. C'est le trompe-pas, et on savait pas encore quel type de profil ça pouvait être définitivement. On savait qu'il y avait de la polyvalence, donc on pouvait se dire, allez, il pourrait y avoir une vingtaine de points, 10 rebonds, 10 passes, etc. Mais si Lamelo commence à avoir ce côté très fort scoreur qu'on avait vu au lycée un petit peu plus, et où il décide de mettre 30 points et 30 points et 35 points parce que vous pouvez rien faire et que je provoque les lancers et que je suis trop fort en contre-attaque et que je distribue aux bons gars, attention, il y a à la fois une blague dans le côté titulaire All-Star Game parce que, attends, les mecs, ça fait que 3 matchs et les Hornets pourraient être invaincus. Il y a un peu de concu, mais je rappelle qu'il y a du vote des fans, qu'il y a du vote des joueurs et qu'il y a du vote des médias. Attention, la Melo Ball, parce que vote des fans, il va prendre, c'est un des mecs les plus follow de toute la NBA. Et vu l'excitation qu'il provoque chez les médias et le respect qu'il a chez ses coéquipiers et autres adversaires, le début de saison de Lamelo, je crois que je suis vraiment, vraiment très impressionné. C'est encore mieux que ce que je pensais. Il est fort. C'est vrai, il est fort. J'aime bien le regarder. Il est fort. Franchement, c'est impeccable. Ça fait 2 All-Stars aux Hornets. Ça fait 3 All-Stars. Ouais. Alex, on a des bonus parce que là, on a fait quelques franchises, mais on a forcément des bonus. Tu en as ? Ouais, j'ai un petit bonus. Moi, j'ai eu Cam Reddish et le nouveau Paul George. On l'avait dit. Ça a été dit ici, vous l'avez entendu ici en premier. Du coup, on a gagné le transfert avec Luka. Cam Reddish, exactement. Ah ouais, t'as eu Trae Young plus Paul George. Franchement, voilà quoi, j'adore Luka Doncic, très très fort, mais là, Cam Reddish, ça défend bien. C'est à 20 points ou presque par match là sur 2 matchs, dont une défaite contre les Cavs. Il est à 20 points de moyenne cette saison. Ouais. À 65% derrière l'arc, Pop. lourd. Il est en confiance, il défend, il se bat, il est jeune, il a encore une grande marge de progression. Voilà, nouveau Paul George. Non, c'est très très fort. T'en penses quoi ? Oh bah oui. Oui. Voilà ce que j'en pense. Non, mais on va suivre, mais ça fait plaisir de voir qu'il est en confiance, monsieur Cam Reddish, et que lui aussi a peut-être trouvé son spot chez les Hawks, c'est-à-dire carte blanche en sortie de banc. On va pas filer ça à Delon Wright ou à Kevin Huerter, qui sont dans des registres d'agressivité offensive différentes. Il peut faire sa saison. Après, avec Cam, on le sait, c'est 1 semaine, puis 3 semaines, puis faudra voir la régularité. Je suis d'accord. Donc c'est là-dessus. Il y a des beaux contrats à aller chercher avec lui et DeAndre Hunter. Là, c'était mon bonus. Je peux t'en envoyer une ? Vas-y. Jordan Nwora, c'est le nouveau titulaire surassuré des nouveaux Bucks. Bah, t'as vu ce qu'ils ont dit, hein. Ils ont dit que c'était un petit Chris Middleton, tu l'as vu celle-là. Impeccable. J'aurais idée, c'est le next Chris Middleton. Voilà, un petit Chris Middleton. T'empêches Jordan Nwora, t'en penses quoi ? Ah bah super. T'as vu ? Moi j'avais beaucoup aimé son match contre les Nets. Un peu moins son match contre le Heat, même s'il a subi le côté débandade collective. Puis il n'y avait pas tous les gros joueurs et tout. Enfin, c'était pas vraiment les Bucks. Hein, manquait de titu, ouais. Ah, c'était pas vraiment les Bucks, quoi. Mais oui, on est vachement intéressé. Il avait fait partie des mecs les plus utilisés en pré-saison par Budenholzer. Budenholzer, dès le premier match de régulière contre les Nets, il nous le fait jouer quand même pas mal, Jordan Nwora, mine de rien. Bien sûr. À partir du moment où l'idée a été blessé, qu'il a commencé à nous mettre du Pat Connaughton à la main. Non, je déconne. Il a filé les ballons de la main à Middleton et tout, et plutôt à remplir avec des arrières ailiers là comme l'est Nwora. Non, j'ai trouvé hyper intéressant. Défensivement, on savait qu'il était capable, bel athlète et tout, mais offensivement, c'est vrai que ça réfléchit bien. Dans le système Bucks, il a des shoots ouverts parce que y a d'autres joueurs sur lesquels il faut monter aux Bucks. Donc franchement, on verra si c'est un petit Middleton et s'il devient aussi fort que Chris. Oui. C'est ce qu'on souhaite aux Bucks. Puis la dynastie Milwaukee. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on souhaite aux Bucks. Mais c'est très prometteur. C'est bien. Ils ont bien mis les 2 pieds sur l'accélérateur au niveau du développement en interne. C'est pas mal. C'est la marque des grandes équipes et des grandes franchises. Ouais, tu sens que le mec, c'est une éponge et qu'il absorbe, il s'entraîne avec Chris Middleton et avec Giannis. Quoi. Ça va, il y a pire, complètement. J'en ai 2, 3, 4 comme ça sur les dernières équipes pour que les fans ne soient pas mécontents. Évidemment, Toronto, pire attaque de toute la NBA. Hein, ça, malheureusement, désolé. Il n'y a pas Siakam, vous pouvez plus attaquer. Hein. Il y a eu un bon match à Boston, mais sinon, c'est immondice. Scotty Barnes. Lui, c'est très bien. Mais alors, à côté, au shoot, il y a quelqu'un qui shoot à Toronto ? C'est chaud. Mais pourtant, il y a des shooters qui sont capables. Il y a Van Vliet, c'est quand même un mec capable. Il y a Trent et tout. Non, bien sûr. Il y a quand même des joueurs capables. Tout à fait, mais c'est juste pour me foutre de la gueule des Raptors parce qu'ils le savent. Sur l'attaque, ça se pose des questions. Sur la défense, ils sont capables, mais sur l'attaque, c'est pas. On verra. Non, j'en ai une vraie, par contre, à te poser. Je m'inquiète pour la capacité au scoring de Kylian Hayes.
Capacité au scoring, c'est-à-dire On va attendre, on va donner du temps, mais faut prendre les tirs surtout. Ouais. Va falloir commencer Faut être par là. agressif. C'est vrai que là on est On est un peu sur notre fin. Il n'y a pas Cade Cunningham. Bien sûr, et puis il a joué 2 matchs, il a joué 2 fois Lonzo Ball et Caruso, donc il a joué des c'est gros chaud. défenseurs. Mais il n'y a pas Cade Cunningham et il prend pas plus de tirs. Moi, c'est ça qui me travaille un peu, tu vois. Il prend moins de tirs que Corey Joseph. Ça, c'est pas possible. Donc, et je peux pas croire que ce soit des consignes du coaching staff, je pense pas. Non. Bah, il y a Dwight Casey qui fait aussi un peu de merde. Après, c'est un jeune joueur, il est dans une équipe qui est vraiment faible. Il faut qu'il prenne de la confiance et c'est pas forcément l'environnement le plus facile. Par contre, il faut absolument, effectivement, comme tu dis, qu'il joue des pecs et qu'il pousse un peu et qu'il prenne sa chance parce que sinon, en fait, on va le regarder et puis on va dans quelques années, on va faire mince, c'est dommage, il aurait pu, mais il a pas fait. Tu vois, pas de problème de distribution, de lecture du jeu et défense pour Kylian Hayes, mais j'avoue. Faut prendre des tirs, faut aller au cercle, je sais pas. Mais j'avoue que là, sur les 2 premiers matchs, je me suis dit normalement, il y a les espaces pour pouvoir prendre ces shoots là et pour pouvoir être un minimum agressif, quoi. Là, il y a vraiment genre 5 tirs qui sont pris dans le match en 20-25 minutes. C'est pas forcément les meilleurs en plus. Pas les meilleurs, il est pas forcément mis dans les bonnes dispositions, il a pas forcément les systèmes, mais non, juste, mais bon, à un moment tu donné, peux être agressif. Quoi. Voilà, je pense pas que Théo Malédon a été mis dans un dispositif où on a dit genre wow, vas-y, c'est pas ça, puis Théo Malédon. Non, mais si, mais quand même, parce que Malédon, il a été mis dans une situation où lui, il a saisi l'opportunité, il s'est dit genre let's go. Et puis Théo, il est pas top 10 de draft. Ouais, Merde, Kylian, il est dans le top 10 d'une draft. Il y a un moment où faut montrer que tu le mérites. T'as la balle en main en plus, t'es un guard, donc t'as la balle en main régulièrement. T'as des joueurs qui peuvent te poser des écrans. Enfin, faut y aller. Faut agresser tout ça. Et faut montrer que tu mérites ta place. Exactement. Et pour finir, évidemment, les prochaines Twin Towers de NBA, Mo Bamba et Wendell Carter Jr. Bien sûr, évidemment. Ça, Orlando. Non, par contre, très bien. On laisse décider lequel joue 4. Ouais, c'est ça. Mais n'empêche, j'ai bien hâte de voir là, avec Mosley et tout ce qu'il nous prépare. Sur la conférence Est, j'ai l'impression qu'on a fait tout. Attends, je regarde. Pas mal, c'est bien. On a fait à peu près toutes les franchises. Ouais. Bah, il y a Chicago, Charlotte et Washington qui sont invaincus. Celle-là, il faut la placer sans bégayer. Et puis Détroit qui n'a pas encore ouvert son compteur. Mais sur la conférence Est, non, on est pas mal. Ce sont les conclusions hâtives. Et on vous attend surtout dans les conclusions hâtives pour nous balancer toutes vos superbes initiatives et vos idées. On va devoir nous basculer sur la NBA, la conférence Ouest, évidemment. Et on se fait plein de bisous. On va encore sortir des perles. Des bisous, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.